ça marche. Allez, il est temps qu'on soit bien présent. Comment allez-vous? Bonsoir à toutes et à tous. On est de retour, plus tôt qu'on ne le pensait. Eh oui, eh oui. On s'attendait à revenir un petit peu plus tard, au mois de septembre, tranquillement. On était là, les doigts de pied en éventail. Et puis, bah, il a fallu revenir. Alors voilà, on est de retour. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le MLR Show. C'est l'émission préférée des gens qui aiment la MLR, évidemment. Et tout ça partout dans le monde entier, évidemment. On est de retour, pourquoi? Parce que l'heure est grave, mesdames et messieurs. L'heure est très très grave. La MLR va mal, la MLR va très mal. Vous avez vu les infos que l'on a pu vous annoncer, vous proposer, et on va évidemment débriefer de tout ça. Je dis on, parce que j'ai la chance de ne pas être tout seul. Regardez la triple fenêtre, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Le premier était en vacances à Cancun, et dès qu'il a appris qu'on faisait une émission spéciale, il a pris le premier vol pour rentrer à Paris. Adrien Abadi est avec moi, salut Adrien. Salut Rémi, salut à tous. Ouais, de retour et en effet, est assez grave. On sait pas trop sur quel pied danser avec la MLR en ce moment et on a hâte de voir vers où on va se diriger et si on peut sauver le soldat MLR dans les semaines à venir. Ouais, et ce soldat MLR, peut-être que c'est ton compatriote du jour qui va, la sauver. Parce que lui était en vacances du côté du Tibet. Et lui aussi, dès qu'il a entendu les histoires de fusion en Californie, premier avion, enfin d'abord il est descendu de l'Himalaya, premier avion ensuite avec 3 ou 4 escales pour rentrer à Los Angeles, à Pasadena très précisément, là où il est en ce moment. Alexandre Priam, comment ça va Alex? Bonjour à tous, bah écoute, ça va très bien. Effectivement, alors j'étais pas au Tibet, hein, mais j'étais au Panama il y a quelques temps, mais oui, je suis à Pasadena effectivement. Belle terre de rugby, hein, Pasadena, très joli club de rugby. Et comme beaucoup de gens ici, on suit avec beaucoup d'attention ce qui va se passer autour de la MLR. Et il va s'en passer des choses. On va justement débriefer tout ça. En effet, Panama, Tibet, même chose, même climat, pays voisin Un d'ailleurs, peu hein, de au choses près. passage. Ah, vraiment tout proche l'un de l'autre. Il n'y a quasiment pas de décalage horaire.
Je le disais donc, ils se sont passés beaucoup de choses dans cette MLR. On l'a dit, on est passé en un an de 12 à 8 équipes. Pourquoi je dis en un an? Parce qu'on avait déjà eu en fin d'année dernière l'annonce du retrait des Dallas Jackals, les Chacos qui ne sont pas repartis en 2025. Et là, on a donc eu 3 équipes qui ont disparu, 2 disparitions et une fusion. Faites le calcul, ça fait 11 moins 3, ça fait 8. Je vais vous montrer très rapidement la carte de la MLR avant qu'on en discute. Voilà, ça c'était la MLR en 2024, avec donc une conférence ouest à 5 équipes, Seattle, Utah, Los Angeles, San Diego, Houston. Conférence est à 6 équipes, Chicago, Nola, Anthem, Old Glory, New England le champion et Miami. Et bien l'année prochaine, en tout cas à l'heure où on se parle, la MLR ressemble à ça. Voilà, c'est très vide, hein. Il y a toujours le Midwest qui n'existe pas, ça on le savait. Houston est de plus en plus seul. Dallas est parti, maintenant c'est Nola. Même Miami c'était quasiment le plus proche à partir de là. Houston est vraiment seul au monde. On a toujours ce nord-est des États-Unis qui fonctionne toujours aussi bien. On a toujours cet axe Seattle-Utah. Mais là aussi il y a des choses à dire sur les Warriors. Et puis donc en Californie, California Legion qui vient remplacer, qui est donc le résultat. C'était la première annonce et on va commencer par ça. Cette fusion entre le RFCLA et San Diego. C'est pas vraiment un truc auquel on s'attendait. Alex, je me tourne vers toi en premier parce que tu es sur place, tu as des contacts auprès de San Diego en particulier. Elle arrive un peu de nulle part, j'ai l'impression, cette fusion. Je crois qu'on a perdu On a Alex. perdu Alex pile poil quand il fallait. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, bah, Adrien, je te donne la parole. Alors, du coup, à toi. À toi l'honneur. Ouais, c'est vrai qu'on s'y attendait pas. On était sur 2 clubs et 2 franchises quand même qui sont 2 gros marchés. San Diego qui fait partie quand même des cadres de cette MLR qui a atteint quand même 2 fois les finales de MLR pour 2 défaites en 2019 et 2023 avec les Seawolves et New England. Et on s'attendait pas à voir ces 2 équipes qui quand même étaient sur des bases assez solides. On avait cette équipe de Los Angeles qui était sûrement la franchise et le marché le plus attractif la saison dernière avec un gros recrutement qui semblait construire sur des bases assez solides avec un budget quand même assez important, on le disait avec notamment Alex tout à l'heure. Et c'est vrai que cette fusion, elle arrive à un moment où on s'y attendait pas. Et après, ça promet quand même aussi de belles choses, je pense, où on va pouvoir créer et construire sur ce marché avec justement voilà, deux énormes franchises. À un moment où la MLR, en effet, semble un peu battre de l'aile avec toutes ces équipes qui mettent la clé sous la porte. Après, bon, c'est quand même assez fou de voir ça. On avait deux grosses équipes et on va voir. J'ai l'impression que limite, ça peut aussi fausser le championnat. C'est fou. Honnêtement, moi, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à un truc aussi énorme. Euh, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et est-ce que tu penses que ce qui se passe en MLR est la raison de cette fusion, ou est-ce que c'est quelque chose qui c'est dans les tuyaux depuis un certain temps, ils n'ont pas décidé ça la semaine dernière évidemment, mais est-ce que c'est en rapport avec cet écosystème de la MLR ou tu penses que c'est aussi quelque chose qu'ils avaient décidé pour faire essayer ce qu'ils disent hein, dans leur communiqué officiel, c'est de créer un énorme pôle rugby dans le sud de la Californie. Ouais, je pense que dans la perspective déjà de la Coupe du Monde en 2031 et de celle qui suivra ensuite en 2033 pour les femmes, on est aussi on a l'envie de créer justement un pôle attractif pour les jeunes, de construire aussi avec le rugby universitaire. Et on le sait, voilà, la Californie, c'est sûrement l'un des endroits aux États-Unis les plus prisés. C'est le plus gros marché, c'est là-bas que tout se passe. Donc je pense qu'on a envie de créer des infrastructures et de construire, voilà, avec un pôle ultra attractif pour les jeunes, de faire marcher ce rugby universitaire
Et on sait que là-bas, quand on veut mettre les moyens, ils savent très bien le faire. Et on répond aussi également à un format de la MLR qui n'était pas le bon. Et si aujourd'hui on a aussi autant de franchises comme Miami, comme Nola qui mettent la clé sous la porte, c'est parce qu'il y a des investissements, il y a un budget et on voit bien quand même aujourd'hui que la MLR ne répond pas à certains critères et que c'est quand même difficile d'investir et de se projeter dans une ligue aujourd'hui qui, quand on met les moyens, Alex en parlait, je pense qu'on a des équipes comme Los Angeles avec des budgets qui pouvaient atteindre 15 millions et aujourd'hui tu perds jusqu'à 5 millions sur un an, donc c'est compliqué d'investir. Et, euh, et regrouper comme ça deux gros marchés, c'est aussi l'assurance, peut-être, je pense, dans l'avenir, d'avoir réponse justement à toutes ces problématiques. Il y a une question qui a été soulevée dans un article de Forbes qui parlait de ça, que tu nous as envoyé tout à l'heure, Adri, et qu'on a lu avec beaucoup d'attention. Vous voyez, hein, Alexandre Priam est toujours bloqué. Il se bat pour revenir, hein. A priori, il y aurait des problèmes de connexion. C'est la débandade aux États-Unis. Si vous l'aviez pas compris. Cet article évoquait le choix mis en avant par ce nouveau California Legend, parce que on aura donc 3 stades. Ça jouera à Los Angeles, ça jouera à Orange County, ça jouera à San Diego, le Torero Stadium, le stade de San Diego. Quand ils joueront à San Diego, ils seront en rouge. Ils seront en bleu quand ils seront à Ouais. LA. Va quand même être dur. Et c'est le point évoqué est très très intéressant à mon sens. Comment tu crées une fanbase, comment tu crées un attachement quand tu as autant de diversité dans ton équipe. Et là, je parle même pas des joueurs, de toute l'infrastructure, de tous les problèmes que ça va créer. Je parle juste en termes communication. Ouais, au-delà de ça, ouais, comme tu dis, au-delà d'une fanbase, je pense que le plus important dans cette nouvelle franchise, ça va être de se trouver véritablement une identité commune. Et je suis pas sûr que de jouer dans 3 stades, d'avoir en fait de garder les identités de San Diego, de garder l'identité de Los Angeles. Je pense que ils se trompent un peu, moi, en allant dans cette direction. À mon avis, le but, c'est de se créer une identité commune, de regrouper justement toute la Californie et d'en faire une nouvelle franchise. Voilà, si tu changes de nom, tu changes aussi de couleur pour moi. C'est pas possible de construire en essayant de garder l'identité de San Diego, l'identité de Los Angeles, de jouer à San Diego, de jouer à Orange County, de jouer à Los Angeles. Tu te perds totalement, je pense, en faisant ça. Et même pour les joueurs, finalement, ça va être très dur de créer une équipe si pour moi tu maintiens l'identité de ces deux franchises. Soit tu crées une nouvelle franchise et tu repars de zéro en te disant voilà, maintenant on fait front commun et on est la California Legend. Soit tu essayes de garder les couleurs d'une franchise et de l'autre, mais à mon avis, tu te perds un peu en faisant ça. Je sais pas ce Hmm. que tu en penses, mais je trouve ça quand même assez bizarre. C'est assez bizarre. Je suis d'accord que là, tu es en train de. Bah, tu essaies de ménager en fait les deux parties, j'ai l'impression. Et c'est vrai que ça aboutit à ce non-choix. Et j'ai l'impression que ça peut porter préjudice sur le long terme, on va dire. À voir, évidemment. Je pense que là, il n'y a pas particulièrement de haine, je pense, entre les supporters du Legend et les supporters de Los Angeles, hein. Je pense que ça va. Mais Après, on n'a pas énormément d'infos non plus. On a vu que non. c'était Adam Fryer, l'ancien Wallaby, qui allait être le directeur du coup de cette nouvelle franchise, mais on ne sait pas si les deux anciens directeurs de Los Angeles et de San Diego sont associés ou s'il y en a un qui prend le pas sur l'autre. C'est quand même encore assez flou. Après, voilà, il y a un truc qui se dit et sur lequel ça pue beaucoup frayeur. Il dit qu'il veut vraiment être le point de départ du rugby aux États-Unis avec cette nouvelle franchise. Et même, il va au-delà de ça. Dans l'article que je vous avais envoyé, il dit carrément que il veut être le point de départ du rugby aux États-Unis. Content d'être de Ah, il est de retour. Oh, il est de retour. Il est de retour. Oui, 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 ça arrive. Ça arrive. Ah, C'est pas évident. ouais, du coup, il disait qu'il voulait être le point de départ du rugby aux États-Unis, mais même il s'avançait en disant que il voulait faire partie ensuite des gros marchés mondiaux. Et
ça a du sens, tu l'as dit. La Californie, c'est un des gros marchés, évidemment, sportifs, américains, évidemment, mais même mondial. Hein. La Californie, c'est un des États, évidemment, les plus riches, et même en tant que tel, c'est un des plus gros PIB du monde. Hein. Donc, évidemment qu'il y a de la place. Il y a de la place pour tous les sports, il y a de la place, évidemment, pour ça. Et on a Alex qui est de retour. Je sais pas si tu as pu entendre ce que tu disais, ce que disait Adri. Alors, je suis arrivé quand vous parliez du marché californien et de ce qui se passe en Californie précisément. Vous m'entendez bien? On t'entend. Ouais, tu sautes un peu. On t'entend. C'est chiant cette histoire. Oui, donc ça va être clair. En gros, il y a un marché ici, notamment pour le rugby. C'est quoi toujours le club historique de la du Sud. Ouais, on t'entend. Ça saute trop, mon petit Alex. Ça saute trop, on n'entend pas du tout, on comprend pas tout. Ça va peut-être repartir, évidemment. Voilà. C'est l'habitude, hein. C'est pas parce que c'est l'été qu'on va réussir à. Il est dans les montagnes aussi. Il est dans les montagnes, bien sûr. Ah ouais. Oui. Bon, déjà, chez nous, c'est déjà pas facile, alors. Alors évidemment, dans une petite librairie de Pasadena, je peux te dire que c'est pas trop ça. Je vais finir le temps qu'Alex revienne. Évidemment, ce que je disais, c'est que c'est un marché évidemment qui est très important. Et on n'oublie pas qu'en 2028, parce que tu l'as dit justement, il y a la Coupe du Monde 2031, il y a la Coupe du Monde 2033 pour les filles, mais il y a aussi en 2028 les JO à Los Angeles. Donc, là, très clairement au cœur de ce sud de la Californie. Alors, c'est le rugby à 7, évidemment, c'est pas la même chose que le rugby à 15, ça n'a rien à voir avec la MLR, mais on a bien vu les passerelles qu'il y avait, déjà nous en France, bien entendu, mais même de tout temps, il y a eu des passerelles entre les deux sports, et ça a du sens, évidemment, de construire un énorme pôle comme ça entre ces deux équipes. Et on l'a justement dit, tu l'as justement dit Adri, San Diego c'est un des clubs fondateurs de cette MLR, 2 fois finaliste. Cette année, bon, bah, il y a cette incongruité qu'ils ont été éliminés des playoffs, mais c'était dans cette conférence Ouest où c'était immensément dense en termes de qualité et de talent. Ça ne s'est pas joué à grand chose par rapport à Seattle. Et puis on a Los Angeles qui, au bout de 2 ans, arrive déjà à aller en playoff et qui était hyper intéressant dans son jeu produit avec Rhys McDonald, Bill Mix, etc. Il y a vraiment du très très lourd. Dernière question là-dessus, avant que soit Alex revienne et nous donne 2-3 infos. Normalement, je suis là. Oh, c'est formidable. On t'entend très bien même. Dis tout ce que tu as à dire. Pourvu que ça tienne. Alors oui, ce que je disais, c'est que San Diego était le club historique et ici, c'est très très mal perçu ce qui s'est passé avec San Diego, c'est-à-dire de regrouper Los Angeles, qui est un club très nouveau, qui était avant les Guiltinis, mais sous une autre gouvernance, et qui n'a jamais vraiment accroché son public. C'est très très mal perçu ici, et d'autant plus à San Diego, parce que San Diego était capable de remplir 12-13 000 personnes dans un stade, ce que quasiment aucune autre franchise n'était capable de faire. Et ouais, il y a de la tristesse beaucoup pour les gens de San Diego qui estiment qu'on est en train de tout simplement d'effacer au profit du grand marché de Los Angeles l'histoire du rugby à San Diego. Donc ça, c'est très mal perçu et ça, c'est un gros problème. Et c'est pourquoi je pense que c'est une erreur d'avoir fait cette fusion entre LA et San Diego. Mais ça montre bien quand même la problématique, grand marché soit-il, ça peut pas durer en fait de perdre entre 8 et 15 millions, entre 8 et 10 millions on va dire par an pour Los Angeles. C'était le cas cette année. Énorme coût marketing, des gros salaires, qui jouent à UCLA, il y a un petit peu de monde, les maillots on les voyait dans les rues, des pubs partout dans LA. Tout ça c'est un coût. Et c'est un coût où il n'y a pas eu de retour sur investissement en fait. Absolument aucun, même pas un petit peu. Pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que justement Ah, il n'avait pas fini en fait. Tant pour moi. On l'a reperdu. Et c'est intéressant ce qu'il dit sur San Diego. Je pense que c'était plus important d'avoir cette partie-là parce que
parce que je pense qu'en effet, c'est quelque chose auquel j'avais pas pensé forcément dans ces réactions. C'est ce que ça avait pu donner pour les supporters sur place, parce que ça, c'est très très important. Une toute dernière chose, on va passer aux autres équipes après et aux sujets qui sont, j'ai envie de dire, un petit peu plus graves. C'est avec quelle équipe, avec quel staff, parce que tu as deux clubs qui fusionnent, ça veut dire que tu as double roster, double staff, etc. Alex, je crois que tu es là avec nous. Cette question, elle va être très importante. Il va y avoir des choix à faire et des choix très difficiles à faire. Ouais, il va y avoir une question importante. C'est-à-dire que, mais oui, il va falloir fusionner des staffs, il va falloir fusionner des effectifs, des académies aussi. Alors bon, l'académie de Los Angeles, bon, elle représente pas grand-chose, on va pas se mentir. Elle est pas très importante, l'académie de Los Angeles. Elle est surtout focalisée sur UCLA et sur USC, qui sont les deux plus grosses facs de LA. Par contre, celle de San Diego, elle regroupe quand même une soixantaine, voire 70 jeunes de 15 à 18 ans. Qui sont recrutés dans toute la Californie du Sud. Il y a des grandes journées de détection avec USA Rugby. C'est peut-être une des plus grandes académies des États-Unis. Donc ça aussi, qu'est-ce qui va devenir de l'académie et qui va la gérer? Est-ce qu'elle sera toujours à San Diego slash Chula Vista slash San Clemente, où il y a une grande académie qui s'appelle Rhinos, qui est privée, mais qui travaille avec San Diego? Voilà, il va y avoir énormément de questions. C'est sûr qu'une fusion comme ça se fait pas ainsi. Il y a des énormes salaires à LA, très gros salaires à LA. Bertrand, il vient pas pour 5000 balles, on va pas se mentir. Voilà, Léa Lifano, je pense qu'il est venu pour 20 000 par mois, donc au bas mot. Enfin voilà, moi je peux vous dire que il y a peut-être une folie de grandeur aussi, parce que moi quand on m'a contacté il y a quand même 5-6 mois de la direction de RFC LA, on me disait on veut un international français. Ah oui. Non mais ils étaient prêts à payer un international français et pas un gars qui a fait 2-3 sélections. Ils étaient prêts à mettre de l'argent sur quelqu'un qui a 15, 20, 25 sélections, 30 sélections. Donc est-ce qu'il y a une folie des grandeurs? Est-ce qu'ils sont partis complètement en sucette? Un peu, je pense. Il y avait même eu des rumeurs on en parlera un jour en temps, en heure d'autres joueurs français, mais bon, voilà. Il y a, du coup, quel est le bénéfice le modèle n'a jamais été bon. Quel est le bénéfice aujourd'hui pour San Diego d'accepter cette fusion finalement? Pourquoi ils y vont? Bah, question. Je pense que San Diego devait avoir des soucis d'argent quand même. San Diego allait passer de toute façon du Snapdragon Stadium, qui est un joli stade de 25 000 places, à le stade de la fac de UCSD. Donc il y avait quand même un downgrade c'est trop cher. Donc déjà c'est un indice. Une question de venir au prix de la location du donc déjà qu'il y avait un petit peu moins d'argent et de toute façon ils ne gagnent pas de l'argent, on gagne pas de l'argent dans le rugby dans le monde. Mais ça t'entend plus, je crois. Ouais, non, est-ce que vous m'entendez? Là, oui. Ouais, mais c'est pareil, c'est compliqué. On entend parfois on n'entend pas. Là Quelle galère. Là, là, on le voit bien bouger, donc c'est que c'est là, bon. Non, mais je pense que la caméra me bouffe pas mal de bandes passantes. Ah bah si jamais coupe, hein, t'embête pas, c'est pas très grave. Ce qui compte c'est ce que t'as à dire. Alors, attends, boum, attends. Comment on fait pour couper ça? Hop, le retour du San Diego Clippers. Ça va peut-être stabiliser les choses. Voilà, bah ouais. Tiens, une autre fusion. C'était plutôt une acquisition à l'époque. Mais bon.
Mais bon, maintenant, l'équipe de développement des Clippers est à San Diego, enfin, à Oceanside, exactement. À mi-chemin, mais bon. Donc oui, pour revenir sur la question, en fait, ils ont une relation très simple, les Américains. Ils vont mettre de l'argent et ils ont l'argent. Le projet n'est pas bien. Et c'est ce qui s'est passé avec San Diego. Je pense qu'ils ont clairement dit on arrête de mettre la main à la poche. LA a un marché. LA, en termes de marketing, a fait un gros taf. Ils ont des joueurs de très haut niveau. Ils n'ont pas la culture. Voilà ce qu'on leur apporte. Voilà ce qu'ils nous apportent. Voilà. Mais c'est une procédure de sauvegarde. Non, on va pas se mentir. C'est pas un choix. C'est pas salut, on va faire un super club. Ouais. C'est on est en galère. Comme a voulu faire Bayonne et Biarritz, quoi, à un moment. Ça lui a coupé le sifflet. Il sait pas quoi répondre. Ouais. Ouais, non, mais. Un dernier mot peut-être à Adri là-dessus, ouais. Ouais, non, mais c'est ce qu'on disait finalement. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait sur se trouver une identité commune finalement. Et ça m'étonne pas que Alex nous dise que ça a été très mal reçu du côté de San Diego. Ça va assez dans le sens où finalement on voit que c'est un peu n'importe quoi de se dire il y en a qui vont jouer en rouge, il y en a qui vont jouer en bleu. Un coup tu joues à San Diego, un coup tu joues à Los Angeles. Tu as l'impression que tu as un peu envie de donner à bouffer à tout le monde sans savoir vraiment vers où tu te diriges. Et ça se sent que c'est fait un peu finalement, comme il dit, en sauvegarde et un peu en catastrophe. Tu sens que le truc est mal maîtrisé. Et c'est vrai que en essayant de convaincre tout le monde, j'ai peur que tu te perdes un peu finalement dans la construction d'une vraie franchise et d'une vraie équipe. Après, s'ils mettent les moyens, s'ils arrivent à aller dans la bonne direction, si on arrive aussi à convaincre la fanbase, les supporters, qu'il y a un projet, un véritable projet commun et que il y a la possibilité de construire sur l'avenir là-bas, ça peut être une bonne idée à l'avenir. Ouais, ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais les derniers matchs de Los Angeles, il y a eu 2 derniers matchs, je crois, à Irvine. Je sais pas si ça vous parle, si vous avez le souvenir de ça. Non. Mais LA avait terminé sa saison à Irvine. Là d'ailleurs, où le 7, où les joueurs s'entraînaient pour le 7. Peu ou prou à mi-chemin, en fait, entre LA et San Diego. Et clairement, c'était les prémices. On savait déjà qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ouais, c'est clairement les. Mais tout à l'heure, tu me posais la question sur qu'est-ce qu'on va faire avec les effectifs et ça. Il faudrait. Il peut pas répondre sur les. Et là, pour l'instant, c'est pas dit qu'elle existe. Ouais. Et Alex, je sais pas si tu as entendu ce qu'on disait sur l'identité, le fait de jouer un coup à San Diego, un coup à Los Angeles, un coup à Orange County, de dire qu'à San Diego les mecs vont jouer en rouge, qu'à Los Angeles ils vont garder les couleurs bleues. Non, mais j'y crois pas à ces conneries. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. C'est compliqué de créer une identité commune si tu pars là-dessus déjà. C'est de la merde. Soyons honnêtes. C'est une idée. Clairement. Moi, je propose qu'on fusionne les deux couleurs. C'est du violet. Voilà. Ils joueront en violet. D'ailleurs, c'était la couleur du Maillot City Edition de Los Angeles l'année dernière. Voilà. Mais tout à l'heure, tu me posais la question des effectifs. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire avec les effectifs? Déjà, il faut qu'il y ait une saison. Ah oui. Ouais. Ouais. En effet. Déjà, il faut qu'il y ait une saison de MLR. C'est vrai que c'est pas brillant. C'est pas brillant. C'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Donc c'est pas fait du tout. On le disait, on est passé de 11 à 8 parce qu'il y a donc eu la fusion des clubs californiens, mais il y a donc eu la disparition, l'annonce de Nola et de Miami qui ont disparu. Alors, Nola, ça a été très sobre sur leur site. Voilà. Nola Gold a informé la Ligue qu'il ne participerait pas à la saison 2026. Les discussions sont en cours avec la Ligue pour des opportunités futures. Et on regarde vers l'avant. Voilà ce qui a été dit par le club. Alors, Nola, c'est un club qui est fondateur de la MLR. C'était depuis la première saison que le club évoluait dans le championnat. C'est une des franchises qui a eu le moins de succès, il faut le dire. Ils n'ont eu qu'une seule qualification en play-off, c'était en 2024. Une saison 2025
complètement raté où ils se font taper 2 fois par Miami et où ils perdent du coup la place en playoff alors que sur le papier ça jouait le top 3 de cette conf, pas forcément plus loin mais en tout cas le top 3 devant DC, Miami et Anthem évidemment. Saison complètement manquée malgré un gros recrutement là aussi. Alex, là aussi c'est pas, il est pas là. Donc Adri, on est sur Ouais. un échec. C'est quoi? Est-ce que c'est la saison complètement manquée, c'était un échec de trop, ou est-ce que voilà, c'était simplement que on arrive on arrivait au bout de la chose et tant pis, on met fin au truc. Déjà, faut bien comprendre que s'ils jouent pas la saison prochaine, c'est pas forcément définitif. Oui, Si on comprend bien, voilà, c'est-à-dire que ils n'ont pas les fonds nécessaires pour 2026, mais ça veut pas dire qu'ils se projettent pas pour la suite et ils le disent très bien et même dans tout ce qui est direction et dans l'entourage de Nola, on dit bien que on met une pause pour la saison 2026, mais ça veut pas dire que il tire un trait sur la MLR, loin de là. Je pense qu'en effet, la saison dernière a été très compliquée, que sur le papier, était quand même l'une des équipes phares de la saison et que en effet, tu passes totalement à côté. Donc Ouais, clairement, il y a des choses à remettre en question. moi, T'es je de pense que c'est retour un à coup la... de pression. envers la MLR. Ouais. Moi, moi, je pense que c'est un coup de pression envers la MLR et donc les autres franchises. Je pense que c'est un coup de pression. Je pense que c'est une façon de dire, nous, dans ces conditions-là, on arrête. Si les conditions changent, on reviendra à la table des discussions parce que moi, des infos que j'avais eues, c'est qu'il y avait l'argent, toujours à Nola. Mais pas dans ces conditions-là et pas à reperdre 8 millions. Parce que Nola, comme tu le disais si bien, Adrien, ça fait partie des franchises phares de la MLR. Ils ont construit une académie, ils ont construit une équipe féminine. En tout cas, ils sont en train de mettre des choses en place sur ça. Et ils vont pas tout foutre, on va dire, en suspens, voire en danger, pour une nouvelle saison de MLR foireuse. Donc, ils vont pas Ouais. gâcher leur argent. Donc, ils préfèrent dire, dans ces conditions-là, on arrête. Si vous changez pas, on verra si on revient. Si vous changez, s'il y a un nouveau modèle, on revient à la table des discussions et on voit ce qu'on fait. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Et puis même, on a toujours vu, Nola, ils ont toujours essayé de construire une véritable identité autour des jeunes. Il y a un vrai storytelling autour de la franchise. Je pense qu'en effet, c'est un projet que les mecs n'ont pas envie de bâcler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus possible de jouer dans ce format de la MLR qu'on avait la saison dernière. Quand tu es dans un championnat à 11 équipes où tu n'as déjà pas le même nombre d'équipes dans chaque conférence, que tu sais pas où va ton argent, que tu sais pas où tu investis, il y a clairement beaucoup de choses à changer. Et je pense que c'est normal aujourd'hui que les franchises tape du poing sur la table, notamment des franchises comme Nolan. C'est d'ailleurs Non. ce que tu disais, Alex, c'est que justement la MLR non en 2026, mais les autres programmes continuent. Oui, pour Nola, tout à fait. Oui, oui. Bah, l'académie, elle est forte. La Louisiane est un grand état de football américain. Et il y a beaucoup de jeunes qui ne percent pas dans le football américain et qui se retrouvent dans le rugby. Et ce sera toujours le cas. Et ce sera toujours un moteur fort pour la Louisiane. Donc il y a quelque chose à faire. L'académie, elle mérite d'exister. Elle draine beaucoup jusqu'à l'Alabama, Mississippi. Enfin, il y a vraiment il y a de quoi faire en fait pour cette académie. Il n'y a pas d'académie réelle à Miami. Et bon, Miami, voilà, au revoir. Mais il n'y a pas eu d'académie de mise en place. Il y en a un petit peu au Texas, Austin, Dallas, Houston. Il y a quand même des gros clubs autour de la MLR. Donc, l'académie, elle doit vraiment aider tout ce potentiel-là là-bas.
C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Ça prouve bien que ce rugby aux États-Unis, il n'est pas mort. Il n'est pas mort, loin de là. Exactement, mais ça pose évidemment la question de la MLR. Très rapidement, Miami, puisque tu en as parlé très, très vite fait, on n'est pas du tout sur le même genre que Nola. C'est un club qui a 2 ans. Le patron des Sharks, c'est un des mecs les plus riches d'Argentine, hein. La thune, il l'a, évidemment. Les résultats étaient très bons, puisque cette année, ils ont réussi à aller en playoff pour leur 2e saison seulement. Ils ont, je l'ai dit, tapé Nola 2 fois. Ils ont battu New England chez eux lors de la saison régulière. Ils perdent contre les Free Jacks en demi de conf. Ils ont fait une très très belle saison. Milagros Kubeli, la sœur de Thomas, a été élue meilleure dirigeante de la saison de MLR. Et donc 3 jours après, ils annoncent leur retrait. J'ai pas l'impression que ce soit la même chose que Nola. Est-ce que je me trompe, tout simplement? Pour l'instant, déjà, ils n'ont rien. Déjà, pour moi, il y a eu 0 annonce officielle. Ils ont rien dit. On ne sait pas s'ils vont faire la saison 2026. Juste, ce qui se dit, c'est que, en effet, ils vont pas faire la saison 2026. Mais et Alex te le dira aussi, je pense. C'est un peu la même chose pour moi que Nola. C'est un coup de pression. Parce que t'en penses, Alex? De base, sur la question de Rémi, pour moi, Miami est l'inverse de Nola dans l'histoire du rugby aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas de club fort en Floride. En dehors de ça, quand tu joues, c'est dur de trouver des clubs de D1, de D2, de D3 en Floride. Donc ils ne drainent pas grand monde, il n'y a pas d'académie, il n'y a rien de tout ça. Mais ils ont construit rapidement une identité, un style, des beaux maillots. Enfin, il y a un truc qui a tout de suite pris, en tout cas, je pense. Pas forcément, je sais pas si sur place ça a vraiment pris, mais en tout cas, en termes de. Je pense que dans le monde, ça a intéressé tout le monde, c'est Miami Sharks. Et moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense qu'ils vont rôder. Si le modèle change, ils peuvent revenir aussi à la table. Il y a l'argent. Il y a quelque chose à faire. Après, on est dans une ville qui se développe très fortement sur le foot. Et un État qui se développe très fortement sur le foot. Est-ce que c'est le bon timing pour développer une équipe de rugby? C'est toute la question. Peut-être que c'est plus le bon moment. Est-ce que les deux sont compatibles ou pas? Absolument pas. Non, il y a un marché quand même énorme à Miami, attention, mais c'est pas facile non plus de fidéliser des gens alors qu'il y a déjà des gens qui ne suivaient pas forcément des sports qui se mettent au foot. Parce que la population de Miami, elle est quand même très très latina, et fait là-bas. Et ça va pas être évident de ou en Californie, dans l'Utah encore plus, il y a un fond de rugby, quelque chose. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Et je pense que si le modèle change et s'il y a un nouveau modèle qui est érigé, qui est plus en phase avec tout ça, ils reviendront à la table de négociation. Je trouve qu'en effet, ils ont déjà réussi, même si c'est un club qui a que 2 ans, ils ont déjà réussi à se construire une forte identité, que tu sens que finalement ça prend bien, que tu as toute cette influence, tu le disais, latine, mais du coup aussi argentine avec Koubeli, avec tous ces gars-là qui peuvent amener une véritable identité, une véritable expérience dans leur connaissance du rugby. Et qu'en vrai, il y a les fonds, il y a l'identité, il y a tout ce qu'il faut pour créer un beau club et une belle franchise, je pense, là-bas. Ça peut être stylé. Ça peut être très stylé. Non, mais tout à fait. Mais de toute façon, on arrive sur une qui est quand même à regarder. Hein. C'est que vous avez les clubs historiques et performants qui ont England, Seattle, performants, je sais pas, mais historiques tout de même. Old Glory, voilà, qui eux, disent nous ça nous va, nous c'est cool, pour l'instant on est bien.
Et puis, bah, vous avez les autres, les nouveaux, ceux qui viennent parfois aussi de l'étranger, qui disent, les gars, vous êtes complètement à côté de la plaque, là. Donc, il y a des discussions qui sont en cours. Au moment où on se parle, là, ça parle. Et je pense qu'à la fin du mois, on aura des décisions qui vont être prises. Mais il y a une lutte très claire. On sait que Seattle, pas à 100% évidemment, mais eux, ils ont une base. Ils ont plein de clubs de D1 autour. C'est une énorme région de rugby. Ils sont très bien. New England aussi. Qu'est-ce qui va les autres? Il y a une vraie question du rugby à New York. Que la réalité, c'est que ça marche pas si mal en fait. Et il manque New York par exemple. Donc voilà. Il va se passer dans les prochaines semaines. On va avoir des annonces chaque semaine. Ça va être génial. On va se régaler. On va faire plein d'émissions spéciales au bord de la plage et tout. Ça va être cool. Bah, du coup, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on est d'accord, Adri, que la MLR doit changer de format. Et là, je parle même pas de ceux dont on va parler juste après, parce que je vous ai demandé de plancher sur un format de la MLR avec 8 équipes, parce que c'est ce qu'on a à l'heure actuelle. Mais il faut changer quelque chose. Ah, mais clairement, il faut changer quelque chose. Déjà sportivement, pour moi, il y a un énorme problème la saison passée. Quand tu vois que tu as, je le disais tout à l'heure, quand tu vois que tu as déjà deux conférences avec une conférence Est où tu as 6 équipes, dont Anthem, et une conférence Ouest où tu en as 5, mais déjà, c'est tout simplement pas viable sportivement. Que tu as la conférence Ouest qui est beaucoup plus homogène, avec 5 franchises qui peuvent prétendre, on va dire, presque au titre, alors que la conférence Est est quand même, à mon sens, beaucoup plus faible, même si finalement c'est toujours New England qui gagne à la fin. T'as des équipes qui vont jouer 3 fois en thème, alors que c'est pour moi, enfin, ils n'ont jamais gagné un match de MLR en 2 ans. Il y a quand même un gros problème déjà sportivement en termes d'équité. Et du coup, quand tu as déjà ce problème en termes d'équité, c'est compliqué de ramener de nouveaux membres, de nouvelles personnes à s'intéresser à un sport qui déjà est difficilement lisible, et à un championnat où tu te demandes chaque fois, voilà, ben, comment ça marche, comment ça fonctionne, pourquoi tu as des équipes qui vont jouer 3 matchs en 9 jours alors que derrière tu as une autre équipe qui va pas en jouer pendant 15. Honnêtement, le championnat est difficilement lisible même quand tu le suis. Donc, je pense qu'en effet, il y a beaucoup de choses à changer en termes de format. Si en plus tu t'y retrouves pas financièrement et que tu perds 8 millions par an, je comprends que tu aies des franchises et des clubs qui en ont un peu marre et qui ont envie de faire changer les choses, quoi. Alex, t'es d'accord avec Et Adri puis pour ajouter à ce que tu dis, oui, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Et il y a aussi le gros problème de les diffusions. ESPN avait été choisi pour diffuser aux États-Unis. Mais la réalité, c'est que les gens qui se mettent au rugby, à suivre le rugby, euh, ce sont des gens qui en fait, suivent le rugby par les réseaux. Et donc, il faut être sur les réseaux. Et c'est le gros problème qu'il y a eu aux États-Unis, c'est que il y a plus de gens qui regardent The Rugby Network pour regarder de la D1 ou pour regarder de la première chip que de gens qui regardent la MLR. Donc, parce que c'est sur ESPN, il faut déjà rendre la diff gratuite. Soyons pas fous. Il faut rendre la diff gratuite avec de la pub, mais la diff gratuite, ça c'est un premier point. Il faut Twitcher, YouTube, quelque chose, mais il faut le streamer et non pas la diffuser à la télé. Il faut changer de mode de fonctionnement de diffusion, ça c'est clair et net. Et puis il y a des changements beaucoup plus en profondeur. Le format il est pas bon, effectivement 11 ça n'a aucun intérêt. Si on doit faire 8, moi ce que je te disais Rémi, c'est de faire des allers-retours dans ta conférence et un seul match hors conférence qui fait 10 matchs dans l'année, c'est lisible. Mais ça c'est la version low cost de la MLR moi que je te donne. Mais il y a un monde aussi, on se retrouve avec des clubs de D1 qui vont basculer en MLR. Ça, c'est pas impossible aussi. Alors, la MLR et USC Rugby ne sont pas nécessairement toujours très liés, toujours très potes. Il y a une ligue et il y a une fédération. Mais est-ce que le bon modèle, ce serait pas de faire monter les meilleurs clubs de D1? Parce qu'il y a des clubs en D1 qui peuvent
Jean Meller, hein. Je vous le donne en mille, c'est sûr et certain. Pas beaucoup, hein, mais certains. Et peut-être que là, tu vas avoir quelque chose de plus intéressant et tu vas régionaliser ton championnat avec 2 véritables conférences. Et peut-être qu'en fait, tu iras toujours à l'Est qu'en finale de conférence. Parce que c'est pas ça, en fait, le projet. Parce que le projet, c'est pas de véritablement régionaliser et de faire en sorte que l'Est joue l'Est, l'Ouest joue l'Ouest, et puis on se retrouve en finale de conf. C'est tout. Et comme ça, moins de moins de trucs débiles. Parce que on parle pas de foot, on n'est pas sur du foot où tu peux enchaîner des matchs tous les 4 jours. On parle de rugby, c'est très difficile. Faire des 6000 bornes d'avion à tout bout de champ, ça marche pas comme ça. Pas dans cette économie-là. Donc, est-ce que demain, on aura une équipe de San Diego, une équipe de San Francisco, une équipe de Denver, une équipe de Utah et une équipe à LA et peut-être Belmont Shores qui montrait de la D1? Boum, là, tu as quelque chose qui a du sens. Tu n'as pas plus de 2 heures d'avion. Tu auras un truc, Miami, Atlanta. Je pense qu'il faut régionaliser ce championnat tout en maintenant le côté professionnel. Ça, c'est hyper intéressant. C'est très très intéressant ce que tu dis. Tu vas descendre le niveau global. Mais tu vas descendre le niveau global, c'est sûr. Mais après, est-ce que tu repars pas sur de meilleures bases? Ça, c'est la question. C'est sûr que... Probablement. Parce qu'il y a un vrai travail de fond à faire. Tu l'as dit très rapidement, je l'ai montré. Voilà le format actuel, parce que ça va être la dernière partie de cette émission. Je vous ai demandé de réfléchir à un format pour l'année prochaine en l'état actuel des choses, parce qu'on ne l'a pas dit, mais Utah est aussi en difficulté. Kim Bolkiar, le propriétaire, cherche des financements et il est confiant, selon ses dires, mais bon, voilà. Nous en France, on connaît les mecs qui disent ça, hein, Gérard Lopez par exemple. On s'avance pas trop. Voilà, donc toi, ce que tu nous as concocté, mon cher Alex, donc tu l'as dit, 2 confs, 4 et 4, avec match aller-retour dans toi conf, un match sec face à chaque adversaire de la conf d'en face, donc 10 matchs par équipe. Et ça donnerait du coup, si je dis pas de bêtises, 10 matchs exactement, et un calendrier. Voilà, je vous ai fait un petit exemple avec Seattle, puisque c'est l'exemple que tu m'as donné. Match aller-retour contre Utah, Houston et California Legion. Un match à l'extérieur, j'ai mis au pif les Free Jacks et Old Glory, et un accueil de Chicago et d'Anthem. Évidemment, la même chose pour les New England Free Jacks qui joueraient d'ici Chicago Anthem. Tu es sur 10 semaines, comme le championnat néo-zélandais par exemple. Et ça a du sens, un peu plus de 2 mois. Et derrière, sur tes playoffs, tu ferais quoi du coup? Soit tu fais les 2 premiers de chaque truc, mais quand même, ça me paraît, ça me paraît pas très valorisant. Mais bon, ouais, tu peux faire les 2 premiers de chaque poule. Soit tu fais juste le premier. Tu peux après faire directement une finale, hein. Oui, ça te fait un championnat ramassé sur 3 mois. Ouais, voilà. C'est tout à fait faisable. Court, quoi. On a des joueurs. C'est court, mais regarde, la Nouvelle-Zélande fait ça. Hein. Ouais, bien sûr. Mais c'est court. C'est court et après, de toute façon. Ça permet aussi aux Européens de venir faire une pige. Ouais. Aux gens de l'hémisphère sud de venir faire une pige. Tu vois. On peut avoir un système de pige. Après, ce que tu développes et tes meilleurs joueurs peuvent aller aussi ensuite en Europe ou en Nouvelle-Zélande ou dans le Super Rugby pour se développer. Ouais, c'est vrai que. Mais est-ce que c'est là-dessus qu'ils ont envie de tabler ou ils ont vraiment envie de se développer en étant un vrai championnat et une rampe de lancement pour beaucoup, quoi. Là, un championnat à 8 équipes. Tout dépend du terme. Tout dépend du terme. À court terme, ils veulent assainir. Avec un meilleur modèle, plus sain. Mais à moyen terme, ils voudront revenir à quelque chose de plus gros. Ouais. Oui, je pense que c'est ça. Il faut reconstruire quelque chose et ça, faut réduire. Toi, Adri, t'es parti sur une poule unique, par contre, et toi, tu rajouterais 2 équipes. Toi, 8, c'est pas assez. Je pense. 8, je trouve que ça fait vraiment pas beaucoup d'équipes. On est d'accord. 8, je trouve. En tout cas, c'est-à-dire que si on veut garder un système de playoff, et on sait que les Américains adorent ça, si on veut rester sur un système de playoff, je trouve que dans l'idée, la poule unique, ça reste surtout actuellement, comme on l'a vu avec la carte de la MLR, avec des équipes qui sont un peu dispatchées. Je pense que tu restes sur une poule unique, tu fais des matchs aller-retour
Et puis après, tu fais le même système de playoff qu'en top 14. Tu mets les 2 premiers directement en demi, des barrages, et puis voilà, feu. Hein. Et pour ce qui est des coûts des billets d'avion, tu t'organises un peu Donc toi, comme. ce serait une première chip, quoi. Ouais, une Comme la première chip. première chip à 10 clubs, quoi. Ouais, comme la première chip, 10 clubs, match aller-retour. Tu prends les 2 premiers directs pour les demi, après barrage. Et puis pour ce qui est des coûts des déplacements, je pense que tu t'organises un peu comme en NBA, c'est-à-dire que tu pars sur des road trips où quand tu vas jouer à l'Est, bah, tu t'organises pour rester peut-être un peu plus longtemps là-bas. Donc ouais, c'est chiant pour les familles, c'est chiant pour tout ça, mais ça reste plus sain, je pense, économiquement. Et puis tu enchaînes les matchs à l'Est et tu enchaînes les matchs à l'Ouest et tu essaies de te débrouiller un peu comme ça en réduisant au maximum les déplacements, quoi. Ce qui ferait 18 Mais matchs par aujourd'hui, équipe. quand tu es 8, pour moi, avec 8 équipes, garder 2 conférences, je trouve ça honnêtement assez ridicule. Ça là-dessus, je suis Moi, d'accord l'idée, avec toi. c'était juste d'être dans une réduction de coûts. Hein. Moi, c'était vraiment juste pour ça. Hein. Pour réduire Ouais, les coûts, voilà. les coûts, les coûts. Après, si on reste dans une réduction de coûts et si c'est le seul objectif, pourquoi pas. Mais bon, je trouve pas ça très attractif finalement, surtout quand on voit aujourd'hui le niveau des franchises à l'Est. Euh, Honnêtement, enfin, j'ai la flemme de regarder des matchs aller-retour à l'Est toute la saison pour finalement te On dit pas retrouver du mal avec de New la England. MLR ici. Hein. Je rigole. Non, mais si c'est pour se retrouver tous les ans avec New England en finale, honnêtement, enfin, c'est un peu chiant, quoi. Non, n'oublie pas les Chicago Hounds. N'oublie pas les Chicago Hounds. En tout cas, toi, voilà, ça Ouais, on les oublie pas, c'est ton. mais tu vois, ce que je veux te dire, c'est que finalement, ce sera toujours le même résultat et c'est un peu chiant. C'est sûr que ça va peut-être pas tout de suite permettre de faire monter le niveau de tout le monde. Donc en tout cas, voilà, ça c'est ton choix. Sportivement, je trouve ça assez emmerdant, en fait. Après, moi, quand tu m'as dit poule unique et je rajoute 2 équipes, je voyais pas comment. Quand j'entends Alex qui dit pourquoi pas faire monter des équipes de D1 qui auront potentiellement le niveau, je me dis qu'il y a manifestement matière à trouver 2 équipes supplémentaires pour réaliser ça. Ouais. Après, on serait sur un format Bah qui non, serait mais très long parce que 18 matchs par équipe on- minimum. Derrière, tu as 3 semaines de barrage. Ça te fait un championnat qui te dure quasiment 6 mois. Et ça peut là justement poser potentiellement problème avec les mecs qui vont en NPC. Ouais. exactement. Mais c'est ça que je me dis. Et moi, là, je vois, moi, en D1, ouais, deux tiers des équipes, il est un titre effectif, quoi. Donc, la D1 est déjà un championnat semi-pro. C'est clair. Là, ce week-end, il y avait les finales de club, des finales de 7 en club, donc avec que des équipes de D1, la plupart des équipes, enfin que des équipes de D1. C'est toujours comme ça. Moi, dans mon club, il y avait Nick Boyers qui arrivait à Seattle. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Donc, je pense que le vivier de D1 est très intéressant. Et c'est là-dessus qu'il va falloir capitaliser aussi. Il faut faire monter des grands clubs de D1. Mais ce qui est con, c'est que la meilleure équipe de D1 aux États-Unis, elle est entre LA et San Diego. C'est à Long Beach. Évidemment. C'est quand même un peu con. Ils ont gagné le championnat. Ça, c'est beau. Bon, ils ont battu en finale de Austin, je crois, ou New York, je sais plus, l'un ou deux. Ah, mais du coup, Mais bon, je sais aussi qu'il y a des villes aussi qui attendent. Hein. Il y a Austin qui attend de pouvoir relancer la machine. Il y a Dallas qui attend de relancer la machine. Il y a Denver qui aimerait bien rentrer dans le truc. mais Voilà, tu il y a dis du que c'est con. potentiel pour qu'il y ait d'autres franchises. Tu dis que c'est con, mais finalement, ça montre quand même que du coup, il y a un énorme vivier en Californie pour construire, Ah bah oui. le rugby sur le futur, dans le futur, non? Il y a plus de clubs à LA qu'à Paris. Ah ouais. Et ouais, bah, voilà. Donc c'est quand même pas si terrible cette fusion, non? Ben, c'est terrible dans le sens où historiquement le club de Californie, enfin, Aïe. J'entends plus. Ouais. À chaque fois qu'il a parlé de San Diego et de la fusion, ça a merdé. Ouais. Ah, ouais, Très clairement, ils veulent pas. on rigole pas à Ils veulent pas, ils Pasadena veulent avec pas. la fusion. désolé. Pasadena. Je disais, on parle d'une fusion. On parle d'une fusion entre deux clubs qui sont à 2h20 de route, quoi. Ouais. C'est- Ah oui, oui, ça n'a aucun sens.
Ce serait, c'est genre, c'est plus éloigné que Bordeaux. La Rochelle, je pense qu'il voulait dire. Ou Bayonne. Ouais. Après, tout est éloigné. Bordeaux, La Rochelle. Bordeaux, La Rochelle. Ah oui, tout est éloigné, bien sûr. Pour traverser Los Angeles, t'en as pour plus d'1 heure aussi, quoi. Donc, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est. Malheureusement, il va falloir que je vous laisse, les amis. Ouais. Désolé pour les problèmes de connexion. Bah non, mais pas de soucis. C'est les montagnes. C'est ça. Bah, c'est les montagnes. La prochaine fois qu'on t'invitera, tu seras pas en voyage, tu seras pas en vadrouille. On fera en sorte que. Il aurait peut-être mieux fallu aller dans un bar. Hein. Peut-être du coup. Merci beaucoup Alex en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup les gars. Et puis on se tient au jus très vite de toute façon avec les infos, que tu pourrais avoir. Adrien, on va finir très rapidement de toute façon parce qu'on est sur la fin de cette émission. Ouais. Je voulais juste vous montrer très rapidement moi la formule que j'imaginais pour la MLR 2026. Comme toi, je choisis la poule unique parce qu'à 8 équipes, ça n'a aucun sens. Des matchs aller-retour, ça veut dire 14 matchs par équipe. Les 4 premiers vont en demi-finale. Et puis tu as 2 semaines de play-off du coup avec demi et finale pour terminer le travail. Là encore du coup pas de conf hein, parce que ça n'a aucun intérêt. Bon, tu as 2 victoires minimum puisque tu as Anthem dans la liste. Hein. Mais avec un format comme ça... Au moins tout le monde joue Anthem le même nombre de fois. Quoi. Exactement, et dans un monde à poule unique, tu peux avoir des surprises avec, alors je vais prendre le classement de cette année, mais un Chicago ou un New England qui passerait à la trappe au profit d'un troisième de la conférence Ouest de cette année comme Los Angeles, ou inversement bien évidemment. Donc voilà, je me dis que ça peut être un truc sympa, mais bon. C'est le format actuel, je l'ai dit, ça va bouger, enfin vous l'avez dit et on l'a dit, ça va bouger. On en a parlé, Utah, c'est pas gagné pour la prochaine saison, donc il faudra voir, va y avoir pas mal de choses à évoquer encore dans les prochaines semaines. Et on espère que ça va aller en s'améliorant parce que c'est pas trop le cas pour le moment. Est-ce que d'un point de vue perso, là comme ça, t'es confiant, mon Adrien? Honnêtement, pas énormément. Je suis pas extrêmement confiant pour la suite de la MLR. La seule chose qui me rassure et qui peut me permettre d'avoir un état d'esprit assez positif, c'est que finalement l'argent est là, l'envie est là, je pense, de construire un projet viable sur le long terme. On sait que l'idée d'avoir la Coupe du Monde en 2031 et en 2033 va pousser également dans ce sens, qu'il y a des investissements qui sont faits. On sait que USA Rugby, il y a pas longtemps, ils ont encore investi plus d'1,8 million de dollars pour les 3 prochaines années, que derrière, tu as World Rugby qui va investir 250 millions de dollars aux États-Unis pour pouvoir accueillir les 2 prochaines Coupes du Monde. Et généralement, quand tu as des fonds et de l'argent et que tu l'utilises à peu près à bon escient, tu peux quand même faire quelque chose de bien. Donc je vois pas pourquoi on pourrait pas créer quelque chose de viable. Juste, je pense que ça va prendre du temps, que la formule à trouver doit être décidée, que les acteurs vont changer, qu'il va y avoir beaucoup de bouleversements. Mais à terme, je vois pas pourquoi on pourrait pas trouver des solutions. Ouais, je suis assez d'accord. C'est pas des bonnes nouvelles, mais quand on creuse un petit peu, les voyants sont quand même plutôt au vert et il y a des raisons d'être optimiste quand même. Alors peut-être pas à court terme, voilà, ça c'est sûr. La saison 2026 de MLR, je vous remontre la carte actuellement, elle ressemble à ça. Voilà, ça sent un peu le pâté. Ça veut pas dire qu'on va pas se régaler, hein, mais qu'il n'y aura pas des matchs très sympas. Mais voilà, pour l'instant, ce sera un championnat qui sera très clairement oubliable quand on fera le bilan dans 10-15 ans, si la MLR existe encore dans 10-15 ans, bien évidemment. Mais et on sera là, bien évidemment, pour suivre tout ça. Et dès qu'il y aura des infos, bien entendu, on vous informera. On est sur une phase de transition. On est sur une phase de transition où on doit trouver la bonne formule et
et pour se diriger justement à terme en 2030, 2031 sur des ligues et des championnats qui seront vraiment des championnats et des ligues qui vont servir de tremplin et de boost pour justement créer une effervescence autour du rugby aux États-Unis. Il va falloir se dépêcher hein, parce que la Coupe du Monde c'est dans 6 ans, c'est très peu, c'est dans 8 ans pour les filles. C'est voilà, ça arrive très vite. Merci mon Adri, je vais pas t'embêter plus longtemps, on a perdu assez de temps comme ça avec toutes nos histoires de technique comme d'habitude, bien entendu. Ça ne changera pas. Cette saison 2025-2026 que l'on va débuter au mois de septembre sera du même acabit que les précédentes. Évidemment, parce que sinon, ce serait pas comme ça. Bah écoute, je te souhaite une très bonne soirée, mon Adri. Je sais que tu pars bientôt en vacances, donc profite bien. Évidemment. Ouais, dans une semaine. Et voilà, bah, très bien. Bah, bon courage pour cette dernière semaine, évidemment. Le turbin, c'est important. Yes. Et puis, bah, nous, on va se retrouver au mois de septembre, comme je vous le disais. On fera une émission spéciale draft. On voulait parler de la draft, mais on a perdu un petit peu de temps, donc on en discutera au mois de septembre. Parce que le 21 août prochain, c'est la draft de la MLR, alors qui sera évidemment impacté, bien évidemment, vu qu'il y a 3 équipes en moins, où notre Français, Bastien Brunello, s'est inscrit. Donc on espère qu'il sera sélectionné évidemment et on en discutera peut-être avec lui, mais en tout cas on débriefera la draft tous ensemble et puis on viendra avec bien sûr d'autres formats, pas uniquement avec le rugby, vous le savez, parce que les Outsiders c'est aussi du vélo, du tennis, du foot à 6 et tant d'autres choses. Merci encore mon Andri, merci à Alex qui a dû disparaître dans la pampa de Pasadena et puis à très vite sur les Outsiders TV, mais vous le savez, hein, on finit toujours par le meilleur, par l'hymne américain. Très belle soirée, salut. Allez, ciao.